Bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Aujourd'hui, je suis avec notre ami Daniel Conversano qui va répondre. Zouk. Qu'est-ce que c'est que ça Alors c'est un nouveau geste que j'ai initié dans une vidéo précédente dont j'ai oublié le nom et que je pense que je vais conserver parce qu'évidemment il est interdit de faire le salut romain ou le salut fasciste. Et en plus de ça, quand je le fais, on me dit mais Daniel, tu n'as aucune originalité, tu es soumis à Adolphe, donc voilà, donc c'est un nouveau truc et le sens à la fois est extrêmement simple en fait, c'est-à-dire que bon, c'est une croix, donc voilà. Donc d'abord j'amène la croix vers mon cœur pour rappeler en fait aux blancs d'où ils viennent. Voilà, le Christ est dans notre cœur et après je l'envoie comme un shuriken, tu vois, dans la gueule des gens. C'est vraiment le sens, c'est nous sommes des blancs, donc nous sommes les mythes, et si vous êtes pas d'accord, dans votre gueule. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Bon bah vous êtes maintenant au courant du nouveau geste de. Oui. Qui va bientôt être interdit par Manuel Valls. Accompagné du zouk, voilà, qui est très important. Ouais, bah bientôt ça va être interdit par Manuel Valls. Ça. Ah bah apparemment oui. C'est un geste nazi la quenelle, le geste nazi croisé. C'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit d'être un templier en 2014? Ah bah ça j'en sais rien, c'est ce qu'on a le droit de faire. Moi Valls j'y sais pour rien, moi je lui pose juste des questions à ce con là. J'y sais pour rien, voilà. Je te promets, moi je suis un bon goy. Moi non plus parce que je suis fou en fait, donc c'est mon cerveau qui déraille. Très bien. Bon. Alors, j'ai une série de questions un peu plus classiques, soit qui m'a été posée sur internet, oui, ou soit que j'ai rédigé moi-même. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos sur internet? Alors au départ, l'envie première n'a rien de politique, c'est que j'ai commencé à écrire des nouvelles et des textes vers 21-22 ans, et je les ai envoyés à pas mal de concours de nouvelles. Et là tu as quel âge? Là j'en ai 28. Très bien. Là j'en ai 28, donc ça fait à peu près 5-6 ans que j'écris, donc j'ai envoyé ça à des concours de nouvelles, et j'étais assez satisfait de ce que j'écrivais, mais je réalisais que je ne gagnais jamais. Ce qui avait tendance à m'énerver parce que je déteste perdre, gagner les concours de nouvelles, tu vois. Donc, et en fait, à force de perdre ces concours, j'essayais de regarder, mais qu'est-ce que les gagnants écrivaient? Et en fait, en voyant ça, j'ai réalisé qu'il y avait une idéologie, même dans les concours de nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que le propos soit social, il fallait que le propos soit gauchiste, sinon en fait, on ne pouvait pas gagner. Je n'étais pas spécialement politisé, mais je n'étais ni dans un sens ni dans l'autre. Et comme mes œuvres n'étaient pas gauchistes, ça n'avait pas de chance d'être financé et de gagner. Petit à petit, ça m'a amené à me dire, puisque j'ai peu de chance d'être édité, je vais me filmer en train de dire des textes. Mais t'es pas de gauche? C'est le scoop en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je vote socialiste, mais c'est pas le cas. Bah putain. Tu suis me fous dans la merde, moi dis donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Et je vous promets, je savais pas que Daniel Conversano était de gauche. Je vous promets, je savais pas. Qu'il n'était pas de gauche, attention. Qu'il n'était pas de gauche, pardon. Ouais. Qu'il n'était pas de gauche. Pardon. Alors, depuis combien de temps tu fais des vidéos? Depuis combien de temps? Donc là, comme je t'ai dit, ça fait 5-6 ans. Oui, j'ai une petite. Que tu as écrit ou que tu fais des vidéos? Que je fais des vidéos. Ah, voilà. Et en fait, il y a une petite interruption, c'est-à-dire que j'ai bossé avec Dieudonné pendant 1 an et demi. Et oui, j'ai bossé avec Dieudonné. Tu fais bien le mec surprise, c'est pas mal. Il est bon, hein? Donc ouais, j'ai bossé avec Dieudonné de 2010 à 2012. Ouais. Et pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé. Et donc je n'ai pas eu trop le temps d'écrire. Et il y a eu un peu un schisme un peu dans mes œuvres, c'est-à-dire qu'après Dieudonné, je n'ai plus été le même. Il n'y a pas vraiment de rapport, hein, c'est pas Dieudonné qui m'a rendu nazi, mais ma pensée a évolué, mes lectures, mon expérience du monde, et je me suis dit, bon bah, fuck off. D'accord. On sait que t'as un humour noir. Ouais. Enfin, je pense que les gens... Les moins cons s'en sont rendus compte. Oui. Dans quel but tu mets en avant de l'humour noir comme ça pour faire de tes vidéos quelque chose de glauque? Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas exactement d'accord avec. Je pense pas faire ça à chaque vidéo, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Il y a beaucoup d'aigreur, beaucoup de cynisme, beaucoup de second degré. Si j'utilise l'humour, c'est parce que c'est une arme aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens veulent rire en fait. C'est-à-dire que c'est redoutablement efficace, alors qu'au départ l'humour est un genre mineur. Mais quand on voit ce que Dieudonné arrive à véhiculer comme idée et le soutien qu'il a alors qu'il n'est qu'humoriste, ça engage, même quand on est plutôt quelqu'un de la plume, à essayer d'aller vers la gaudriole et vers quelque chose qui fasse sourire les gens, même si c'est profond. Mais j'essaye toujours d'être à la fois profond, subtil et rigolo, pour dire aux gens, après tout, ce n'est qu'un texte.
Alors là, on m'a posé une question, il y a une autre question, mais qui rejoint un petit peu la réponse que tu viens de faire là. Es-tu vraiment le raciste que tu fais croire, ou est-ce que ou c'est juste une posture anti-politiquement correcte? Oui, je suis vraiment raciste, je n'en ai absolument pas honte, il ne s'attendait peut-être pas à cette réponse. Oui, je suis vraiment raciste, mais ma vraie réponse, c'est que je ne considère pas le racisme comme quelque chose de mal. Du moment que ça mène pas à la discrimination. Non, non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est plus précisément, je veux juste terminer, c'est que... Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, c'est que le racisme, c'est le prolongement du sentiment familial. Par exemple, tu vas préférer ta sœur ou ta mère, à part si ce sont deux grosses connes, on n'est pas forcément au courant, mais de base, non mais j'insulte pas ta mère, mais de principe, moi j'ai des cons dans ma famille, je les ai éliminés. Mais à la base, tu préfères ta famille à l'étranger. Ouais, c'est un peu Kémy Séba. Exactement, d'ailleurs j'aime beaucoup Kémy Séba, c'est on va dire l'intellectuel, on va dire que je respecte le plus, même dans toutes les dissidences, noir et blanc confondus. Donc le racisme est quelque chose de sain, c'est tout à fait normal de préférer sa race à une autre, et d'ailleurs quand j'ai affaire à des contradicteurs noirs ou arabes, qui, va dire, sont pro-noirs et pro-arabes, je trouve ça tout à fait normal. Ce sont des ennemis de pensée de fait, mais je les respecte en tant que combattants adverses. Plus que les gauchistes, qui sont des traîtres que je hais du plus profond de mon âme. Moi aussi. Voilà. Alors, comme on sait, il y a une dictature de la pensée de nos jours. Oui, bien sûr. Enfin, c'est même pas de nos jours, c'est depuis plus de 30 ans. À quel âge as-tu pris conscience de ces dictats Bah, alors ça, très vite, à travers le parcours de Soral, par exemple, comme tout le monde, j'ai été un peu... Je suis allé dans le flux soralien quand j'ai commencé à faire parler de lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réparties, qui a ouvert les yeux sur... On peut le critiquer sur plein de points, hein, mais il a ouvert les yeux sur deux choses importantes qui sont le sionisme et la place des juifs, on va dire, dans la politique française, et le féminisme. Ah, rien que pour ça, c'est respect total parce qu'il a vraiment... attaqué les lobbies, oui. Ouais, puis il a donné un coup de pied au cul à toute une génération de puceaux, quoi. Dont je faisais un peu partie, hein. Je veux dire, mais bon, moi je l'ai quand même découvert assez jeune, Soral, et puis des lectures. Bah, 19-20 ans, parce que j'aimais bien regarder des émissions, c'est style Tout le monde en parle, ou des trucs comme ça. Et dès que je l'ai vu passer, je fais putain, mais c'est énorme, j'ai toujours pensé ça. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de mecs comme ça? Et après, évidemment, quand il allait dans l'antisémitisme, antisionisme, je l'ai suivi, et après j'ai rebondi de lecture en lecture, c'était un point de départ. Même. Très très bien. Combien de temps tu passes à écrire tes textes? Ah ben, je te remercie de cette question auquel je ne m'attendais pas, c'est une question qu'on ne me pose jamais, et en fait je m'investis énormément dans mes textes. Et oui, c'est-à-dire que derrière ces petites vidéos à la con que beaucoup de gens critiquent, ça ne dérange pas qu'on dise par exemple j'aime pas ce que tu dis, le fond, etc. Mais quand les gens ne se rendent pas compte qu'il y a du travail derrière, c'est absolument insupportable, parce qu'on ne gagne pas d'argent avec ça. Et je sais pas, par exemple là j'ai posté une vidéo dictateur il y a quelques jours, une vidéo qui dure 26 minutes, entre l'écriture, l'enregistrement et la mise sur internet, ça m'a pris 4 jours entiers. Voilà. Entiers je veux dire, c'est-à-dire de 8h à 18h. Voilà, c'est pas non plus un exploit, je ne demande pas de me jeter des fleurs, mais c'est comme ça, c'est long en fait. Très très bien. En moyenne je passe 10 à 15 jours sur 30 dans le mois à écrire, publier mes vidéos. Donc c'est vraiment un investissement important. D'accord. On reconnaît bien dans tes textes qu'il y a des mots assez subtils, il y a une pensée subtile, il y a des mots qui... c'est presque une pensée de bouquin, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression que tu peux écrire un en fait, moi il y a des mots vraiment cherchés dans le dictionnaire, comme on dit. Bah, c'est bien que tu me dises ça, parce que... je le dis depuis 2 secondes, mais c'est pas grave. Ouais, mais moi, j'aime pas trop les gens qui me disent... Enfin, ça me rend pas fou, mais quand on dit que je suis un podcasteur, ça m'agace parce que je suis un podcasteur de fait, parce que je mets des vidéos sur YouTube, mais c'est parce que je n'ai pas le choix. Parce que la vérité, c'est que moi je suis un chroniqueur, un pamphlétaire, c'est-à-dire que j'écris mes textes et je les dicte. Alors maintenant, depuis quelques temps, je fais des improvisations parce que j'ai accumulé assez de savoir pour pouvoir parler sur un sujet pendant 10 minutes sans trop dire de conneries alors que j'ai pas de texte. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire découvrir ma plume. Et si j'avais une tribune dans une presse ou sur un site internet, si je pouvais salarier ça, j'en ferais ma vie et j'aurais pas besoin de faire autant de vidéos. Même si j'avoue que c'est un format qui me plaît maintenant, et à travers les vidéos de dictateurs de moment, j'arrive à faire un mélange de mise en scène et d'écrit qui crée un format hybride que j'aime bien. D'accord. Donc pour toi, si j'ai bien compris, si on a bien compris, podcaster, c'est très réducteur pour toi finalement.
Bah, c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai qu'être comparé, je sais pas, des Cortex ou Cyprien ou je sais pas trop quoi, je peux comprendre que c'est pour toi une leçon, oui. sachant que toi tu travailles tout ce que tu fais. Non, mais ouais, c'est de travailler avec beaucoup de finesse, même si on peut partager ou pas son avis, il y a quand même, on peut reconnaître quand même dans ce que tu fais une certaine finesse. Bien sûr, c'est comme quand on me dit, oui, on me présente, c'est un mec qui fait des vidéos. C'est même pas que c'est réducteur, c'est qu'en fait, fondamentalement, c'est pas ça. La vidéo est juste un support. Mais le vrai contenu, c'est mon texte. Tu vois, alors que les vrais podcasteurs, le contenu, c'est pas leur texte, c'est la mise en scène, c'est l'humour, enfin voilà, c'est la bouffonnerie quoi. Ouais. Alors maintenant, on va passer à une autre, à quelque chose, à un sujet un peu plus différent. Là, c'est carrément, là, on parle justement de tes vidéos, ça tombe bien, alors YouTube, je sais pas si on peut appeler ça un navigateur, comment on appelle ça, un hébergeur, YouTube, etc. Oui. Ça, tout à l'heure, je ne savais pas comment articuler le truc. Alors on sait que tu es sur YouTube, mais est-ce que tu es sur d'autres plateformes alors, je me suis inscrit sur YouTube il y a environ presque un an, parce qu'on m'avait dit que c'était beaucoup moins regardant au niveau de la censure. Je dois reconnaître que pour l'instant c'est vrai, puisque sur cette chaîne j'incarne j'ai deux types de production, une production plutôt pédagogique et légère, on va dire, si tant est qu'on puisse dire ça quand on est d'extrême droite, sur YouTube, où en fait j'essaie de ramener des gens, je fais de la propagande, je ne le nie pas, c'est-à-dire que les gens qui ont plein de cul, je leur dis hey, mais attendez, peut-être qu'en fait vous pouvez voter pour ce qu'on vous dit qu'il ne faut pas voter, ou simplement penser les choses qu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de penser. Et une fois qu'ils sont chauds, comme la braise, je les renvoie à YouTube, et là sur YouTube j'incarne un personnage qui est une version hypertrophiée de moi-même, c'est-à-dire qui est au-dessus de ce que je pense même, tu vois. J'incarne un mec, si tu veux, j'incarne un nazi intellectuel pur et dur, et je le fais sur YouTube, et pour l'instant je ne suis pas censuré là-bas. Ça arrivera probablement, mais si ça arrive, j'ai des solutions de traverse pour pouvoir passer un peu à travers la goutte. Alors, on parlait justement de censure, ça tombe bien. Oui. Je sais pas comment tu fais, mais tu devines mes questions. Mais parce que T'es trop fort. Hein. Ouais, c'est ça. T'as déjà été censuré, et si oui, combien de fois? Alors, pour l'instant, je touche du bois et je vais pas trop me plaindre parce que j'ai été censuré plein de fois, mais jamais de manière absolue. C'est-à-dire que, par miracle, mon compte Facebook, que j'utilise comme un journal intime et comme un peu un QG de campagne, en fait, n'a pas été supprimé. Par contre, on me signale énormément de billets. C'est-à-dire que depuis que j'ai Facebook, on a dû me signaler 30 billets, avec parfois des interdictions de poster pendant plusieurs semaines, etc. Mais bon, ça, c'est les conditions de Facebook. Et YouTube m'a quand même supprimé 4 vidéos. Une vidéo, alors je peux les citer parce que c'est quand même remarquable. On m'a supprimé une vidéo où je me plaignais du fait qu'une troupe de théâtre américaine est en train de faire un Jules César et de le faire incarner par un homme noir. Et j'ai eu l'outrecuidance de dire que c'était anormal de faire jouer un personnage historique blanc par un noir. Bon voilà, ce genre de choses. Et d'autres vidéos un peu dans ce goût-là qui ne méritaient absolument pas la censure dans un monde normal. Très très bien, ok, bah, ça me paraît très clair. Oui. Il n'y a que sur YouTube que tu as été censuré? YouTube, t'as été... Pour l'instant non, mais j'ai d'autres amis qui publient des choses assez acides. Enfin acides encore une fois selon les critères actuels, gauchistes donc. Mais apparemment YouTube n'est pas forcément mieux. De toute façon il y a un bouton signalement sur YouTube. Donc je pense que dès que j'arriverai à 10, 15 000, 20 000 vues, je serai signalé. Mais on trouvera d'autres solutions et je connais des... Il y a une communauté quand même arienne d'extrême droite qui est en train de se créer, et donc en fait on est en train de trouver des solutions pour toujours pouvoir cracher notre pu en dépit des suppressions. Alors là, on va passer à la session un peu plus politique. Oui, d'accord. Alors, tu t'es intéressé à la politique à quel âge? Parce qu'on voit quand même que tu connais, dans tes vidéos, on peut comprendre très vite que tu t'y connais en politique. Oui. À quel âge tu t'es intéressé à la politique? Alors, j'ai presque envie de te dire très vite et jamais. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que très vite, parce que moi j'ai toujours aimé la belle langue. Et ce que j'aime chez les politiciens, y compris les plus mauvais, c'est qu'en général, ce sont des maîtres de la rhétorique. C'est-à-dire que même quand tu écoutes un discours de Mélenchon, c'est de la chiasse, t'as envie de te tirer une balle, mais c'est un mec qui a une maîtrise de la rhétorique, et donc en fait c'est intéressant à écouter. Et dans ce cadre-là, pour revenir à ta question purement, la politique, je m'y suis intéressé d'abord par le biais de la langue, et en fait quand j'étais jeune, 15, 16, 17 ans, j'appréciais énormément les discours de Jean-Marie Le Pen, simplement parce qu'ils étaient extrêmement bien écrits, et en fait j'y voyais là le candidat le plus brillant. Alors, au début c'était simplement une attention presque esthétique, et en fait à force de me pencher dessus, je disais mais en fait tu aimes bien parce que non seulement ce qui est dit est bien dit, mais en plus c'est vrai, c'est la vérité brute, surtout Jean-Marie, je parle pas de Marine, je parle du Jean-Marie
Tu vois, je te parle du patron, quoi. Ouais, ouais, oui. Bon, et au fur et à mesure, je me dis, mais merde, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on m'aurait peut-être menti, quoi. Et j'ai commencé à m'intéresser à toute la vraie dissidence, c'est-à-dire tous les bouquins qu'on m'interdisait de lire. Par exemple, tu as Jean-Marie Le Pen qui va citer un poème de Brasiliac. Donc en première intention, toi dans ta tête de mec inculte, j'ai pas toi, hein, c'est un toi général, c'est pas toi, tu te dis mais Brasiliac, mais alors putain c'est un collabo, il est honteux Le Pen. Mais finalement Brasiliac était un écrivain, qu'est-ce qu'il écrivait? Qui le sait? Qui le lit Brasiliac? Combien de gens lisent Brasiliac en France? Moi j'ai fait cet effort, j'ai notamment lu, parce que je connais pas encore extrêmement bien Brasiliac, mais je connais Rebatté, je connais Céline, et je me suis assez intéressé à ces auteurs, et je me suis dit mais mon Dieu, Ouais. comment se fait-il que les gens qui pensent comme moi sont ceux qui écrivent le mieux? C'est objectif. Non mais c'est objectif, c'est-à-dire que quand vous lisez du Rebatté, c'est exceptionnellement bien écrit. Même quelqu'un qui est de gauche et qui lit du Rebatté ne peut pas dire ah, tiens c'est mal écrit. Et donc, à force de lecture et de rebond comme ça, je me suis rendu compte que la vérité, elle était peut-être du bord interdit, c'est-à-dire le nationalisme, le national-socialisme, le patriotisme, enfin tous ces concepts-là qui sont à la fois lointains et similaires. Et donc j'ai accepté d'être de droite, ce qui est énorme déjà dans ce monde-là. Non, mais de droite. Je te parle pas d'extrême droite, c'est-à-dire que je voudrais vraiment insister sur ce point. Moi, ma catégorie mentale et sociale, c'est artiste. Et quand, à 25 ans, je me suis dit, tu es un artiste de droite, j'ai fait une dépression de 6 mois. Parce que je me suis dit, tu n'auras jamais de succès. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vas me dire, ça se trouve, tu n'en aurais jamais eu, j'en sais rien. Mais en fait, c'est un deuil à faire. Parce que c'est disqualifiant d'être de droite aujourd'hui. On t'a mis sur un plateau, t'es artiste, t'es chanteur, t'es machin, on te dit, qu'est-ce que tu penses des Roms? Si tu dis, en fait, ils font chier le monde, ils sont sales et ils emmerdent tout le monde, tu vas plus vendre un disque, tu vois ce que je veux dire? Et moi je pensais ça d'absolument tous les sujets. Donc je me suis dit bon, pendant 6 mois j'ai une vraie tension, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta gueule et tout. Et j'ai réalisé qu'en fait le monde était tellement en décadence qu'il n'y avait peut-être même plus de place pour les gens qui simulaient. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tu pouvais encore te faire passer par un gauchiste même quand tu étais de droite parce qu'il y avait de la place. Maintenant il n'y a plus de place, c'est-à-dire que pour être célèbre, si t'es pas le fils d'eux et si t'es pas circoncis, c'est galère. Donc je me suis dit, même à un point de vue stratégique, c'était plus stratégique d'aller dans ma voie et de dire ce que je pensais purement, puisque évidemment personne ne le fait. Ouais. Parce que je veux dire, même, on va parler un peu des autres gars dans la dissidence, il y a une rétention un peu de la parole, on se limite. Et moi, pourquoi les gens, je suis assez populaire sur Internet, c'est parce que je ne me limite pas dans mes propos. Voilà. Et de toute façon, si je peux oui, une petite virgule, le problème sur les dissidents, c'est que les plus libertaires sont finalement les plus droits de l'hommiste. Ils ont l'impression que le droit de l'homiste, on leur a fait croire que le droit de l'homiste était une idéologie dissidente. Oui, bien sûr. C'est le problème, c'est eux qui nous censurent le plus finalement. Alors pour continuer cette interview, je vais te poser des questions sur diverses personnes. Oui. Tu vas devoir, si tu es d'accord, me donner ton avis là-dessus. Oui, alors je précise que, évidemment, n'étant pas édité, donc validé par quelque chose d'officiel, mon avis est celui d'un quidam cultivé, mais il vaut ce qu'il vaut. Je ne me place pas comme un mec genre oui, je vais dire la vérité sur celui-là, je détiens la vérité du haut de mes 28 ans. D'accord. Voilà, c'est un simple avis. Ah. Bon, voilà. Sur la première personne, c'est Ahmed Moalek. Ah, qu'est-ce que je pense d'Ahmed Moalek? Qu'est-ce que tu penses d'Ahmed Moalek? Bon, t'as commencé par le meilleur déjà, putain, je sais pas, on va faire que redescendre après. Ah bah... Déjà, bismillah pour commencer. Parce que si tu dis pas ça, t'as rien dit quoi. Oui. Alors bon, Ahmed Moalek, on pourrait à la fois en parler et ne pas en parler, parce que c'est quand même quelqu'un de relativement insignifiant. Mais je tiens à dire que je ressens un mélange d'indifférence et de compassion pour ce mec-là. Il y a un truc qui est très drôle en fait, c'est que t'as l'impression que quand il s'est fait jarter de la main d'or, il a réalisé qu'il n'était pas l'ami de Dieudonné. Tu vois. Ce que j'ai réalisé en 2 jours en fait. C'est-à-dire qu'en 2 jours à la main d'or, je compris. Mais c'est pas tellement que Dieudonné est méchant, c'est juste que Dieudonné est un artiste très occupé et tu ne peux pas rentrer en connexion avec ces gens-là. Tu peux pas te prétendre l'ami de Dieudonné, tu vois. Ouais. En plus, il a 8 enfants, donc tu vois. Et Ahmed Moalek a été profondément déçu par ça et il en découle toute une production aigre, dénuée de talent, des vidéos de 30 minutes pour dire un truc qui peut tenir en 2 minutes. Mais comme tous les gens totalement idiots, excuse-moi pour mon portable, comme tous les gens totalement idiots, il peut en arriver, si tu veux, à dire quelque chose de vrai presque par hasard en fait de temps en temps. Donc il m'arrive de le regarder non sans plaisir. Donc en fait, il y a Sora qui disait dans l'interview de Meta TV, oui. Tepa, je te salue. Moi aussi je te salue, à bientôt. Et je t'embrasse aussi. Qui disait finalement, il fait tout ça par amour déçu pour Dieudonné.
Ah oui, ah mais ça c'est complètement vrai. Surtout que, comment dire, en plus, le problème d'Ahmed Moallem, c'est qu'il se dédie en fait. Parce que il a eu sa période où, avec la balance s'exprime, où il s'est dit, bon bah finalement, le Front National, c'est pas aussi grave que ce qu'on pensait, SOS Racisme nous a mis à l'envers, etc. Et maintenant, il revient à un truc en mode, oui, Dieudo sera le roule pour le FN et tout, ce qu'il faut d'ailleurs. Et il est là, genre non, c'est pas bien, donc faudrait savoir. Tu vois, ce qui est profondément ridicule, c'est que ça montre à quel point la trahison, et comment dirais-je, le fait de tourner sa veste, c'est aussi quelque chose de très sémite. Hein. C'est-à-dire que tu vois, qui c'est qui trahit le plus Dieudonné? C'est un maghrébin, quoi. Tu vois? Non, mais c'est important que je dise ça parce que pour moi, Dieudo est très con sur un point, c'est qu'il est persuadé que vraiment il n'y a rien de mieux que l'islam et le Maghreb en termes de morale. Or, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le mec qui lui pourrit le plus la gueule, c'est un gars qui l'a fait vivre pendant 10 ans. Parce qu'Ahmed Moallem, qu'est-ce qu'il a? Bien en soyons sérieux, Ahmed Moallem est une merde. En fait, moi j'y étais à la main d'or, Ahmed Moallem ne faisait rien à la main d'or. Il était toujours au bar à essayer de parler, à draguer un peu des meufs, à rien foutre. Donc en fait, Dieudo lui a permis d'avoir une place dans la dissidence complètement fantoche pendant 7 ou 8 ans. Et parce qu'il s'est fait jarter de là pour diverses raisons dont je me fous complètement d'ailleurs, maintenant il crache son venin, c'est profondément ridicule. Après on va pas tirer sur l'ambulance, c'est un conte, tout le monde le sait, on va pas non plus en faire un roman quoi. Bah justement, Dieudo et Sora, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, on va faire très court parce que si on commence à rentrer dans les détails, on finit plus. Il y a quand même une différence majeure entre Dieudo et Sora, c'est que Dieudonné est resté profondément à gauche. C'est-à-dire que Dieudonné... Gauche socialiste, c'est ce que tu dis. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Dieudo est un déçu de la gauche. Pourquoi il critique tout le temps la gauche? D'ailleurs, il le critique très bien, comme dans la vidéo Le changement c'est maintenant, qui est très drôle, que j'ai filmé d'ailleurs, et j'étais bien marré à l'époque. C'est qu'en fait, c'est un déçu de la gauche. C'est-à-dire que la gauche n'est pas antiraciste fondamentalement, quoi qu'elle le prétende, alors que Dieudonné est profondément antiraciste. D'ailleurs, il a eu deux femmes blanches, il est métissolâtre. Il lui paraît qu'il aurait fait une conférence dans une loge maçonnique en 2001 sur le métissage. C'est même pas il paraît, c'est une source fiable. Bon, je dis pas ça sur un ton critique, c'est que voilà, Dieudonné n'est pas de droite. Ouais. Voilà, il se moque justement des politiciens parce qu'il y a une fausse gauche. En réalité, la vraie gauche n'existe pas, la gauche sociale. Et c'est ça que Dieudonné critique. Soral, en revanche, est quelqu'un qui, à la base, en tout cas quand on l'a découvert en 2000-2005, avait un discours populaire de, comment dirais-je, économiquement de gauche, c'est-à-dire redistribution des richesses, marxiste, etc., mais une droite morale de bon français gaulois. Donc moi, au départ, je suis profondément Soral. Soral, à la différence de Dieudonné, est quand même vachement plus à droite, qui a un discours qui, sur le papier, en tout cas jusqu'en 2005, se rapprochait d'une forme de national-socialisme tiède, mais populaire et gouailleux, quoi. Bon, moi, c'est que... Si tu veux, je peux pas cracher, comme je t'ai dit tout à l'heure, je peux pas cracher fondamentalement sur Soral parce que pour moi c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore de l'antisémitisme, ce qui était fondamental à faire. Il a débloqué des cerveaux. Par ailleurs, ER fait un travail important pour casser la mentalité gauchiste sur pas mal de points. Après, moi ce qui me déplaît, c'est que moi ils ne font que la moitié du chemin. Parce que, et ça on le voit très bien, c'est que ER est dans une logique, j'allais dire, électoraliste, ils ne sont pas un parti, mais ils veulent maintenir leur audience, et ils sont quand même suivis par un nombre considérable de maghrébins. Donc en fait, ils ont un discours, non pas pro-immigration, mais en mode, bah, vous êtes là, on va s'unir, ce qui à mes yeux est impossible. Tu vois? C'est-à-dire que pour moi, un arabe ne peut pas être patriote français, c'est pas possible. Bon, on va pas s'en expliquer maintenant là, mais moi je suis pas d'accord avec ça, et si tu veux, c'est toute Moi personnellement, j'en connais, mais bon. Un arabe peut aimer l'idée de la France, mais il ne sera jamais français. Tu vois, moi je suis, par le père, je suis italien, mais je suis italien puis du sang, mais je veux dire, je suis profondément français. Je pue la France, tu vois ce que je veux dire? Dans ma langue, dans ma culture, même l'humour italien, je ne le comprends pas pour te dire à quel point je suis français. Un maghrébin peut respecter la France, tu vois ce que je veux dire, mais il ne peut pas se réveiller le matin et se dire « Ah, je suis français ». Pour la simple raison que 95% des maghrébins dont on parle sont musulmans, et l'islam, de culture est quelque chose d'arabe et non pas européen. Tu vois? Alors, t'as toujours des mecs qui vont être là, genre, ah oui, alors sous prétexte qu'on mange pas de cochon et de vin, ben, on n'est pas français. Eh ben oui, parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Le cochon, tout ce qu'il y a de bon dans la charcuterie française, c'est le cochon. Le cochon est limite un animal sacré pour nous. Et le vin, c'est le sang du Christ. Donc oui, si déjà tu es obtus sur ces trucs-là, tu ne peux pas être français. Bon, on va pas faire un discours sur l'islam, mais pour revenir en tout cas, pour répondre sur Soral, la direction que prend ER me dégoûte profondément. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre parce que, par effet rebond, ils ramènent des gens vers la droite quand même. Ils ramènent des déçus de la gauche, et il y a beaucoup de jeunes qui commencent par Soral et qui ensuite vont plus loin. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un peu comme, je sais pas, Tarantino au cinéma, c'est pas le plus grand cinéaste du monde, mais quand tu commences à voir un peu les films de Tarantino, tu dis bah, il y a du talent, et il parle de tel cinéaste, bah je veux leur tel cinéaste, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant je serais plus ricénien que soralien. D'accord, ok. Voilà. Alors, la prochaine personne sera Vincent Rénuard. Ah, Vincent Renoir, oui, je tiens à en parler pareil assez brièvement, mais parce que j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de tous les talents de l'extrême droite actuelle, des gens qui m'intéressaient, et j'ai complètement oublié Vincent Renoir qui est fondamental, puisque c'est un mec, je veux dire, il a fait de la tôle, c'est un gars qui assume ses idées à fond, qui se prétend national-socialiste. Il y a une vidéo absolument énorme où il te parle du Troisième Reich, et il y a une musique, après une mise en scène un peu grotesque, mais en fait où il te dit que c'était le paradis en gros, quoi, tu vois, ce qui est peut-être même profondément, je sais pas, peut-être exagéré, mais enfin, peu importe, mais dans la pureté de son idéal, avec tout ce qu'il subit, c'est quelqu'un de très important. Il a une production écrite, il fait également des vidéos sur internet. Bizarrement, comme c'est un mec qui a pas trop de charisme et tout, on n'en parle presque jamais de ce mec. Alors que, je veux dire, il a une vie d'enfer horrible parce qu'il assume ses idéaux, il a toujours les tribunaux au cul, donc c'est un mec qui est intéressant. Et les gens qui me suivent, voilà, vous pouvez taper Vincent Renoir sur internet, mais en théorie il est plus connu que moi, mais on n'en parle jamais. Donc voilà, c'est quelqu'un d'important et qui a, à l'image de Forisson, qui a un peu sacrifié sa vie pour la vérité. C'est vrai qu'il est plutôt relié par Égalité et Réconciliation, c'est plus Alain Soral qui en parle dans les mois, mais il est vrai qu'on... Il en parle un peu comme un mec un peu... pas comme un fou, mais comme un esthète de l'extrémisme, quoi. Alors que fondamentalement, moi je suis d'accord avec Vincent Renoir, quoi. D'accord. On parle justement le professeur Forisson. Bah alors Forisson, on va faire court parce que le travail a déjà été effectué, mais on ne le dira jamais assez, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour que la vérité éclate, un des plus grands mensonges peut-être de l'histoire de l'humanité. Donc que dire à part respect pour cette personne? Lisez ses livres, achetez-les, ils valent vraiment le coup. C'est un historien qui n'a peut-être pas d'ailleurs, il n'a peut-être pas raison, mais il a fait un effort de recherche qui est méritoire. D'accord. Voilà. Alors le journaliste Éric Zemmour. Bah alors Éric Zemmour, alors ça divise un peu les milieux de la droite parce qu'il est juif comme pas deux, donc forcément quand t'es antisémite on te dit mais t'aimes Zemmour, t'es antisémite. Écoutez, moi un juif qui tient des propos comme ça, moi j'en veux tous les jours quoi. Alors après, on va dire peut-être ses stratégies, effectivement ça, que seul un juif puisse dire ça à la télé est significatif d'une période où en fait le goy est complètement muselé. Parce que bah, si un Soral disait la même chose sur un plateau de télé, bah, déjà ça n'arrive pas, donc c'est bien que c'est pas possible. Mais il se ferait complètement vilipender, il serait traité de raciste, etc. Et Zemmour, avec l'argument mais attendez, je suis juif, il peut dire ça. Alors après, est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il joue le rôle du méchant juif? Tu sais, c'est un peu comme dans les films, le bon flic et le méchant flic. Mais les deux, c'est des flics. Bah là, c'est pareil. En fait, dans une émission, t'as un juif contre un juif. Mais bon, quand même, un mec qui te dit que le multiculturalisme est un échec, on a forcé les Français au métissage, à une heure de grande écoute, qui attaque les lobbies, bon il y a mis le temps, hein, mais il commence à casser un peu le CRIF, la LICRA, etc. Bon, respect quoi, moi j'ai lu son bouquin, il est très bien, j'encourage tout le monde à le lire. Voilà. Zemmour, tu seras à la Libération, on t'épargnera. Un très grand dissident, Jean-Luc Mélenchon. Oh là là, alors oui, un petit... alors oui. Mélenchon c'est tellement... Non mais c'est tellement le gauchias affreux, 12 balles dans la tête, c'est que ça quoi. Alors figure-toi que je l'ai vu hier en fait. Ouais. Je l'ai vu hier et bon... J'ai fait la bise. Non, alors j'ai fait... Comment dirais-je? J'ai fait une stratégie, j'avais deux solutions. C'est soit lui péter à la bouche, tu vois ce que je veux dire? Mais ce moment, bah, j'avais pas de prout en stock, tu veux, quoi. Donc je me suis dit, non mais sérieusement, donc je me suis dit, on va essayer de le troller quoi. Et je suis allé vers lui et je lui ai dit, ah, monsieur n'importe quoi. Monsieur Mélenchon, je respecte vraiment votre travail, est-ce que ça vous dérangerait pas que je me prenne en photo avec vous? Et alors ce petit malin, comme quoi les enculés ont du flair, il m'a dit non en fait quoi. Mais c'est la première fois qu'on me refuse un selfie, tu te rends compte? J'ai même fait un selfie avec Amélie Mauresmo. Tu vois, la tennisman Gwyn. Donc en général, on me refuse pas les Elle est lesbienne, Amélie Mauresmo? Ah, elle est totalement lesbienne, ouais. Mais plutôt sympathique, enfin bon, peu importe. Mais Mélenchon a refusé mon selfie. C'est pas grave, à charge de revanche. Jean-Luc, hein, t'es pas gentil. C'est pas grave, on te trollera d'une autre manière. Ouais. Ah, les frères Latruelle, ils sont pas très... Ouais. Alors, la prochaine personne sera Vincent Vauquelin. Oui, alors Vincent Vauquelin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a monté un mouvement, on ne peut pas encore dire parti politique, mais un mouvement dissident qui s'appelle la Dissidence française, ADF.
Et je tenais à en parler parce que c'est quelqu'un dont je me sens proche, qui a une ligne qui est en train d'évoluer vers une sorte de néofascisme, je dis ça dans le sens positif, donc ne tremblez pas, tout va bien en fait, on est sur le bon chemin. Donc au départ, plutôt sur une ligne R, front de la foi, c'est-à-dire qu'en gros, tout sauf la société de consommation, le traditionnalisme, etc. Et ils sont en train de glisser tout doucement mais sûrement mais vers une pensée un peu fasciste. Et moi j'aimerais en parler parce que c'est des gens qui me ressemblent, c'est des gens, comment dirais-je, les leaders un peu de ce groupe sont des gens raffinés, des gens normaux avec qui, tu vois, comme je te parle là, c'est pas des gogoles 88 quoi, c'est des gens avec qui tu vas avoir une discussion normale, qui sont très cultivés et je pense que l'avenir nous appartient et leur appartient. Donc Vincent Vauquelin, il a écrit également 2 livres, Cendre et Putsch, j'ai pas encore lu Putsch mais j'ai lu Cendre, des livres très bien écrits pour son âge et qui disent tout finalement la France d'aujourd'hui avec pas trop de prétention, c'est-à-dire que c'est assez court, c'est des ouvrages de 50, 60, 70 pages et c'est très intéressant, pour moi c'est la relève un peu quoi. C'est la relève. Alors évidemment c'est aussi un truc que j'aime pas chez ER et tout, c'est que ER ne va jamais relayer ça, tu vois, alors que pourtant, je veux dire, Vincent Vauquelin vaut 10 fois plus que Joe Le Corbeau, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, au départ la dissidence c'était mettre en avant les talents, alors que là c'est plutôt genre nous on est au-dessus et dès qu'il y a un talent on lui met un coup de marteau sur la tête, tu vois. Bon, moi je trouve pas ça sport. D'accord, ok. Le prochain sera Monsieur Laurent Louis. Alors, alors Laurent Louis. Alors déjà Laurent Louis, je vais pas m'auto-spoiler parce que j'en prépare une vidéo depuis des mois. Alors c'est pas que je l'écris tous les jours, hein, mais c'est juste qu'il est tellement con qu'en fait je regarde sa page à chaque fois et chaque fois il me donne des idées quoi. Et alors la dernière fois il a fait un truc solaire. Je me suis dit mais c'est pas possible, tu vois. Tu sais maintenant il est coach de vie. Pour arrondir ses fins de mois, tu vois ce que je veux dire. Laurent Louis, coach de vie, genre coach en séduction, quand même le mec le plus vilain qu'on ait jamais vu, quoi, Laurent Louis. Donc, mais Laurent Louis, je vais faire une vidéo dessus. Moi, j'aime pas trop les vidéos clash parce que c'est souvent ridicule, tu vois. Morcé fait ça, donc normalement, voilà, Cortex, donc normalement, on ne devrait pas, on devrait pas le faire. Mais lui, c'est une synthèse vraiment de tout ce qui, d'une certaine tendance de licence française à aller vers de la médiocrité, tu vois ce que je veux dire. Parce que qu'on le veuille ou non, en termes de talent, Dieudonné et Soral ont été ou sont des diamants. Alors que Laurent Louis est une merde. Tu vois, c'est même pas qu'il est, bien, mais tu vois, non mais je veux dire, c'est un mec, il ne sait pas s'exprimer, il est laid, il n'a aucun charisme, il est absolument métissolâtre, il te parle constamment de la politique française alors qu'il est belge, on lui demande pas son avis, tu vois ce que je veux dire. Et il est profondément antifasciste au sens gauchiste du terme, tu vois, quand il fait des tracts dans la rue et qu'il croise des mecs du genre du FN belge, je sais plus quel est le nom du truc, il dit genre, avec son accent belge à la con, genre, ah, mais l'islam, il va falloir s'y habiter, hein, c'est comme ça, hein. Donc vraiment, c'est le prototype des mecs qu'on déteste, et en plus, il se permet d'être critique vis-à-vis de Soral et tout, alors que ces mecs-là les ont relayés, tu vois, et voilà. Bon, évidemment, il y a le truc des pédophiles, ça rassemble tout le monde, hein, les pédophiles, hein. C'est facile, t'es contre les pédophiles, toi? Bah oui, tu vois, c'est. Donc voilà, il a fait parler de lui comme ça, mais c'est un mec totalement insignifiant, mais il est tellement facétieux, quoique insignifiant, qu'il est intéressant en fait. On a envie de le troller en permanence et d'écrire sur lui parce que c'est à l'image du monde contemporain en fait, des gens qui n'ont rien en fait quoi, et qui sont mis en avant et que des gens suivent. Tu te rends compte que tu as des Maghrébins qui sont là genre ouais vas-y renforce Laurent Louis. C'est déshonorant pour eux quoi, parce que Laurent Louis on a rien à foutre des Arabes, tu vois, c'est profondément c'est de l'arabisme parce que tu vois c'est à la mode d'être antisioniste. Ouais je suis antisioniste, donnez-moi du blé, tu vois. Avant tout c'est est-ce qu'un mec a du talent ou est-ce qu'il n'a pas de talent. Laurent Louis n'a absolument aucun talent. D'accord. Voilà. Ça me paraît très clair. Bon. Alors le petit dernier pour la route, Monsieur Hervé Ryssen. Bah Hervé Ryssen, écoute, immense respect pour Hervé Ryssen, c'est l'intellectuel dont je me sens le plus proche. Comment dire, son point de vue est de dire, voilà, il est complètement judéophobe et il assume cette position. Il en a écrit des bouquins, comprend l'antisémitisme, ce genre de bouquins comme ça. Et c'est un des rares mecs avec, dans un autre genre, Adrien Bozit, qui te parle du racisme anti-blanc, qui est une réalité, tu vois. Et donc Ryssen en a fait des bouquins, c'est quelqu'un qui est très précis. Alors évidemment, tu sais, tu lis pas un bouquin de Ryssen en mode ah lol, super, c'est drôle, parce que c'est comment dirais-je, c'est un sociologue, un intellectuel, donc c'est du fait, tu vois, c'est du mémoire, tu vois quoi. Donc, mais j'encourage tous les gens qui ne l'ont pas lu à acheter ses bouquins, il n'y en a aucun qui est inintéressant. En plus, il est très productif, il écrit très souvent, il a un lire de procès au cul, parce que comme tous les gens qui disent la vérité, bon, bah, il a d'enfion, mais il résiste coûte que coûte. En plus, c'est un mec que j'aime bien parce que c'est. Tu vois, il n'est pas dans la catégorie intellectuelle, un peu comme les Laurent Ozon, tu vois, le mec qui fait la remigration. Ryssen, c'est un mec, tu bois un coup avec lui, tu vois,
c'est un mec du peuple, tu vois quoi. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de discours à la con, quoi. Donc c'est vraiment un mec intéressant et je pense que l'avenir aussi lui appartient. Finalement, il est assez jeune à l'échelle d'une vie politique, il doit avoir quoi, 45 ans, et moi je le suivrai où qu'il aille en fait, quoi. Très bien. Voilà. Moi, j'aimerais terminer sur une petite note d'espoir et parler un peu aux gens qui... parce que ce que je ne supporte pas sur Internet, finalement, je vais te surprendre, c'est pas tant les Noirs et les Maghrébins hostiles, c'est pas tant les gauchistes, quoi qu'ils m'insupportent, c'est pas tant les Juifs, c'est les gens de notre bord qui ont abandonné tout espoir. Déjà, l'abandon d'espoir est un crime aux yeux de Dieu et même aux yeux de soi. Et je voudrais dire à tous ces gens que comment dirais-je, votre vision du monde pessimiste nous fait chier et nous encombre. C'est-à-dire que si vous pensez que la France et que l'Europe est définitivement morte, vous avez le droit de le penser, mais arrêtez de nous troller en nous disant que c'est trop tard et qu'on se bat pour rien. Parce que, en dépit de toute l'horreur du monde contemporain, je crois qu'il y a encore un petit bout de France qui palpite. Vous avez bien regardé Chroniques de rue. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma page Facebook qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à la prochaine et puis au revoir. Au revoir.